Bonsoir à tous. On me présente comme journaliste reporter. Mais si vous me demandez quel est mon métier, je peux tout aussi bien vous dire que je vis la vie d'autrui par procuration. Si, je vous assure. Comment vous appelez une personne qui s'invite dans votre maison, sur votre lieu de travail, dans votre voiture, et même là où vous partez en vacances? Imaginez un peu. Cette personne vous suit partout, vous filme, et en plus vous pose des tas de questions. Et ce pendant des heures, des jours, des semaines ou encore des mois. Épuisant, non, vous me direz. Mais entendons-nous, vous lui en avez donné l'autorisation parce que vous y aviez intérêt. Mais je vais vous dire en quoi ce travail est nécessaire. Pourquoi raconter ces histoires du quotidien, vos histoires, est essentiel. Et comment la presse est un formidable contre-pouvoir. Mesdames et messieurs, si je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il n'y a pas 30 000 façons de faire du journalisme, ou de réinventer le journalisme de demain. L'essence même de ce métier, c'est de se confronter à l'épreuve du terrain. C'est une recette vieille comme le monde et qui fonctionnera toujours, je le pense. On peut toujours discuter de la forme, mais sur le fond, le genre du reportage est celui qui permet le mieux de toucher du doigt une certaine réalité en faisant remonter l'information depuis sa source. Pour ce faire, le reporter dispose de formidables outils. Sa curiosité et ses 5 sens pour pouvoir s'adapter à toutes les situations. Cela tient en une phrase. Une presse qui promène librement ses chaussures des tapis brodés des ministères au bas-fond des quartiers les plus sordides contribue à changer notre société. Mais laissez-moi vous raconter. Un jour que je sortais de chez moi, par un beau matin, je me suis retrouvé comme projeté avec mon coéquipier caméraman, non loin de la ville du Cap, à la veille des élections sud-africaines. On atterrit dans un township, vous savez, ces énormes ghettos parmi les plus dangereux au monde, dans lesquels végètent les populations noires et donc pauvres de ce pays. Sur le macadam, une tache de sang encore fraîche. La nuit précédente, un jeune homme avait été abattu. Quelques mètres plus loin, 2 enfants jouant à se tirer dessus avec des pistolets en plastique. Le décor était planté. Notre contact sur place nous emmène quelques kilomètres plus loin, à flanc de colline, pour nous montrer le nouvel exode des habitants des bidonvilles. Sur des dizaines d'hectares d'un vignoble qui produisait les meilleurs crus d'Afrique du Sud, ils avaient installé des centaines d'abris en tôle. Ils y vivaient là, avec leurs familles, sans eau courante, ni électricité, parce qu'ils avaient décidé d'occuper ces terres appartenant à des fermiers blancs. Les blancs, une minorité qui continue de posséder l'immense majorité des richesses et des ressources économiques de ce pays, près de 30 ans après la fin de la ségrégation. Avec les occupants, on a partagé des tranches de vie. On a essayé de comprendre pourquoi et comment ils en étaient arrivés là. Eux, naturellement, ont exprimé leurs revendications face à notre caméra. Mais les choses se sont corsées par la suite. Aucun propriétaire terrien ne voulait témoigner à la télévision. Or, il nous fallait absolument leur point de vue pour sortir quelque chose d'équilibré sur un sujet aussi polémique. Ou alors c'était un échec. On a fait du porte-à-porte, passant de l'un à l'autre de leurs immenses vignobles. C'était une véritable galère. Mais dans les dernières heures qui nous restaient avant de quitter la région, on est tombé sur cette femme pour le moins bavarde. Vu le contexte, on a fait quelque chose d'exceptionnel. On l'a interviewée en caméra cachée. Et c'est précisément là qu'elle a montré son vrai visage. Elle a eu cette phrase dont je me rappellerai toujours. Au temps de l'apartheid, c'était mieux. Avec mon coéquipier, on a monté le reportage la nuit même en prenant soin de rendre la dame anonyme avant de sauter dans l'avion vers de nouvelles aventures. Ouf, sur le fil. Que c'est beau de pouvoir accomplir sa mission, librement, dans un contexte difficile ou un environnement parfois hostile. Et pourtant, mesdames et messieurs, dans un monde idéal, chaque reporter serait libre de traiter n'importe quel sujet sur n'importe quel territoire pour le porter à la connaissance du public, sans être entravé dans son travail, ou sans finir incarcéré, captif, ou pire. Le journalisme n'est pas un crime, pourtant trop d'entre nous en paient le prix fort. Pourtant des textes fondamentaux
de droit international tels que ceux rattachés à la Charte des Nations Unies ou encore à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples protègent ce libre exercice en temps de conflit comme en temps de paix. À titre personnel, je pourrais vous raconter la fois où je me suis retrouvé cuisiné dans les locaux des services de renseignement dans un pays. Je pourrais encore vous parler de la fois où, à 2 jours de sa diffusion, une chaîne a déprogrammé une enquête documentaire que nous avions réalisée pendant de longs mois pour ne pas entacher la réputation et les intérêts financiers de puissantes entreprises dont nous révélions les arnaques. Je pourrais enfin vous raconter le jour où un ministre africain, dont je tairai le nom, a tenté de me remettre des millions alors que je m'entretenais avec lui dans son bureau. Bon, vous voulez savoir qui c'est? Ok, préparez-vous. Si vous voulez des scoops, on s'attend à la sortie. Non, sérieusement, corrompre un journaliste, c'est déjà lui enlever sa raison d'être, mais en plus, c'est court-circuiter ce vecteur essentiel dans la transmission de l'information et du savoir. La pratique est bien trop récurrente dans nos pays, où une certaine presse est inféodée de manière flagrante au pouvoir. Alors médias, chaînes, journaux, donnons aux journalistes, chaque jour sur le terrain, au plus près de l'action, les moyens d'exercer décemment. Il en va de la bonne santé de nos systèmes et de nos sociétés. Vous savez, lorsqu'enfant, je rêvais d'être comme ces reporters du bout du monde que je voyais à la télévision. J'étais loin d'imaginer tout ça. J'étais loin de me rendre compte des sacrifices personnels auxquels il fallait consentir. Tout laisser en plan du jour au lendemain, se jeter dans les bras de l'inconnu et parfois prendre des risques insensés. Vite, vite, remplir les éditions. Enfin, de l'aventure, de l'adrénaline, de quoi étancher sa soif de connaissance et nourrir cette insatiable boulimie pour les expériences humaines. Je vous l'ai dit, vivre par procuration, même si parfois c'est violent. Et je voudrais ce jour avoir une pensée pour tous mes confrères arbitrairement privés de liberté sur le continent, et spécialement à Olivier Dubois, mon pote enlevé par les djihadistes au Mali depuis le mois d'avril. Mais vous savez, en tant que journalistes et reporters, nous avons une chance inouïe. Être des témoins privilégiés de notre époque. Raconter les évolutions de nos sociétés. Parler des injustices, relater les parcours individuels ou collectifs, mettre en lumière des faits. Tout ceci, c'est participer à ce que vous ou vous, puissiez prendre conscience, réfléchir et agir chacun à votre échelle. Je le dis humblement, mais c'est la haute idée que je me fais de ce métier. Je veux continuer de croire qu'en étant ces traits d'union entre les gens, nous et par extension, nos reportages, puissions avoir un impact concret, pesé. Même si dans notre monde, dominé par les réseaux sociaux, la brièveté et l'instantanéité des messages, une information est rapidement chassée par une autre, ou alors vidée de sa substance. J'étais à ce moment-là correspondant pour une chaîne internationale au Mali voisin, un pays qui fait depuis des années face à une crise multidimensionnelle et notamment sécuritaire. À Bamako, des femmes et des enfants en majorité affluaient depuis le centre du pays dans les camps de déplacés déjà pleins à craquer. Ces civils qui, je le rappelle, sont toujours les premières victimes des conflits fuyaient les violences meurtrières entre les communautés pour l'accès aux ressources et les attaques djihadistes. La faim se lisait dans les yeux de ces femmes et de ces enfants obligés de fouiller les décharges publiques pour espérer survivre parce que l'aide alimentaire n'était pas suffisante pour tous. Comme d'habitude, nous nous sommes immergés dans leur quotidien pour raconter leur histoire. Après la diffusion de ce reportage, j'ai reçu de nombreux messages provenant de pays d'Afrique et de France. Des gens avaient été touchés. Ils voulaient faire des dons aux organisations humanitaires qui prenaient en charge ces réfugiés. Et ils l'ont fait, par centaines de milliers de francs CFA. Une goutte d'eau, certainement, mais une solidarité aussi spontanée qu'inattendue, qui m'a rendu fier de faire ce métier. En conclusion, je voudrais vous dire ceci. Il existe plusieurs manières de faire du journalisme. De nombreux supports, plusieurs genres, une multitude de formats, différentes lignes éditoriales et une infinité de sujets à traiter.
Mais l'information vérifiée, mise en forme et diffusée est une ressource primordiale pour tous. Alors dans nos reportages, continuons d'enfoncer les portes pour montrer ce qu'on ne voit pas. Continuons d'escalader les barrières pour raconter ce qui se passe au-delà. N'arrêtons pas d'accomplir ce devoir qui offre à chacun d'entre nous les clés de compréhension de notre monde. Parce qu'une presse qui promène librement ses chaussures des tapis brodés des ministères au bas-fond des quartiers les plus sordides contribue à changer notre société. Et vous, comment agissez-vous pour changer notre société ?